Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler de Giro, on va faire un grand débrief de cette édition 2019 du Giro. On va parler, je vais donner mon avis sur le parcours, je parlerai également des équipes françaises, je dirai qui a été au top, qui a été en difficulté, que ce soit pour les leaders et les sprinteurs. Et donc voilà, ça va être un sacré programme pendant cette vidéo. On va essayer que ça soit assez court. Donc tout de suite, on passe au bilan du parcours. Alors, mon bilan sur ce parcours du Giro 2019. Il y a du bon et il y a du moins bon. Dans le bon, je dirais, par exemple, l'étape qui a permis à Carapaz de prendre le maillot de leader, c'était une très belle étape le samedi. L'étape du lendemain également qui nous emmenait vers Côme, qui était une sorte de mini-tour de Lombardie, en deuxième semaine, c'était également une belle étape. Par contre, on a eu des étapes un peu moins intéressantes. L'étape vers Antols, les écarts au final sont assez minimes et heureusement que cette étape là était en troisième semaine. Si elle avait été en deuxième semaine, ça aurait été une étape qui n'aurait pas servi à grand chose. Je dirais que la première étape complexe de ce Giro qui a eu lieu le deuxième jeudi ou le deuxième vendredi, je ne sais plus, où il y avait une montée de première catégorie, et bien là encore ça n'a pas apporté grand chose au niveau de ce Giro 2019, je trouve. En fait, au final, on a un parcours qui est mi-figue, mi-raisin. On a eu trop d'étapes de plat à mon goût, trop d'étapes où il ne se passait rien, quasiment 10 jours de plat, à part l'étape de l'Aquila. Et au final, où il ne s'est pas passé grand-chose sur cette étape-là, à part une échappée qui a pris de l'avance. On a eu beaucoup trop d'étapes de plat. Les deux contre-la-montre ont aussi fait des écarts qui au final n'ont pas été réversibles. Merci à la méforme de Roglic, mais heureusement qu'il était en méforme. Sinon, ça aurait été compliqué peut-être pour certains leaders au général. Donc, on a eu une dernière semaine intéressante, mais qui n'était pas non plus sensationnelle comme on nous l'avait prédit. On a eu deux étapes également en début de deuxième semaine qui ne servaient à rien, je trouve. Il aurait fallu avoir des étapes plus dures. L'étape du Gavia, au final, comme on appelle le Gavia, mais l'étape du Mortirolo, c'est dommage qu'on ne soit pas arrivé en haut du Mortirolo. Je pense que ça aurait fait une course un peu différente. Et puis la dernière étape, là par contre, était très intéressante. Après, on ne pouvait pas non plus avoir une course sensationnelle tout le temps avec 194 km. Je pense des coureurs fatigués et une Movistar surtout qui a très très bien géré cette étape. Donc, parcours pour moi, allez, un 12 sur 20, mais pas beaucoup mieux parce qu'il y a eu quand même des étapes inintéressantes. Le bilan des équipes françaises. On va commencer par la Groupama FDJ. La Groupama FDJ, elle a été tournée autour du sprint. Malgré quelques étapes en début de Giro où les coureurs ont eu du mal à se trouver, assez vite cette équipe a fait un train. Il y a un coureur qui a fait énormément de travail, c'est l'Australien, je ne sais plus son nom, j'ai oublié, mais qui a fait un énorme travail également pour ramener le peloton sur les échappées ou pour au moins contrôler les écarts. Donc voilà, la Groupama a plutôt fait une course intéressante. Après, dommage pour le maillot cyclamen de Démare, mais on reviendra dessus plus tard. Mais une victoire et puis grosse performance également de Valentin Madouas en fin de Giro qui prend la 13e place pour son premier grand tour. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Français, mais qui surtout a fait une belle avant-dernière étape. Dommage qu'il perde beaucoup de temps sur les contre-la-montre, le Français, mais pour la Groupama FDJ, je dirais que un peu dommage pour Démare, malgré tout satisfaction Madouas, donc plutôt un bilan positif sur ce Giro. Du côté d'AG2R, là encore c'est un bilan mitigé, mais on retient quand même du positif. Bilan mitigé parce que au final Tony Galopin n'a pas été excellent sur ce Giro, il a abandonné en cours de route. Il a fait une échappée, mais on l'attendait peut-être mieux pour le général, lui qui avait fait une très très bonne Vuelta l'année dernière où il avait failli rentrer dans le top 10, hein, ça s'était joué à une journée près. Il finit je crois 11e ou 12e de cette Vuelta avec une victoire d'étape. Ça a été plus compliqué pour Tony sur ce Giro. Lui il voulait remporter une victoire d'étape.
Voilà, il se retrouve dans une échappée où ça se regarde un petit peu trop, et puis il arrivait à l'Aquila, je crois me rappeler. Et puis Villarmoz également chez AG2R n'a pas été excellent, un manque de course. On l'avait dit, c'était un peu mon inquiétude pour moi, il avait très peu roulé, lui aussi il était inquiet. Bien, on l'a ressenti après quelques étapes où il manquait un petit peu de fraîcheur physique. Malgré tout, satisfaction dans Spitters qui a montré qu'il était peut-être un futur grand en gagnant une étape qui n'était pas simple en haut d'Antols, qui est une station qui réussit aux Français. Mais voilà, très belle victoire de Nance Peters. Donc, satisfaction en dernière semaine, malgré tout. Voilà, il y a eu la crise d'asthme également de Villarmoz. Au général, le résultat n'est pas très bon pour AG2R. Donc voilà, un petit peu mi-figue, mi-raisin. Attaque de Marlou! Les leaders qui ont été au top, on commence avec Richard Carapaz, bien entendu, 4e l'année dernière, vainqueur cette année. Malgré 3 contre-la-montre, où il a perdu du temps, mais il a très très bien géré son affaire. Pas forcément le coureur qui était le plus regardé, c'était même pas forcément, je pense, le leader de la Movistar, c'était plutôt un leader de rechange, mais en deuxième semaine, il a profité du marquage entre Roglic et Nibali, où il a repris pas mal de temps lors de l'étape du vendredi. Le samedi, il était le plus fort. Ça, je crois que c'est indéniable. Et il profite également du fait que Nibali regarde un peu trop Roglic à ce moment-là. Et puis ensuite, il a conservé son maillot pendant 7 ou 8 jours. Il l'a pris au bon moment aussi, pas trop tôt. En fin de deuxième semaine, c'était le bon moment, je pense, par rapport à Roglic. Et donc, bon Giro pour Carapaz forcément, qui gagne. Première victoire pour lui sur un grand tour, ça va peut-être lui faire changer de statut dans l'équipe Movistar, où il n'était peut-être pas forcément un des leaders de l'équipe. Et bien maintenant, il rentre dans le trio magique, ça devient un quatuor magique avec Landa, avec Quintana, avec Valverde, des coureurs importants dans cette équipe. Il était peut-être à ce moment encore un ton en dessous. Mais bon, aujourd'hui, il fait partie de ces coureurs-là qui sont capables de gagner des grands tours, même si, encore une fois, je pense que c'est un coureur qui n'est pas excellent sur le contre-la-montre, il faudra voir. Je pense, des courses, on pourra peut-être même le voir sur la Vuelta. Carapaz, peut-être dans un rôle de leader de chance, parce que voilà, c'est un parcours qui peut lui convenir à l'équatorien. Mollema, pourquoi je le mets au top, Mollema? Parce que pour un coureur, encore une fois, je critique souvent Bokeh Mollema sur ses 3e semaines, parce que je le trouve peu efficient en dernière semaine. Et bien là, il finit 5e. Alors certes, à 3 minutes de Landa, à 5 minutes 43 au général, malgré tout, satisfaction pour Mollema. Il a bien fini ce Giro. Pourtant, j'avais peur, parce qu'il avait fait une débauche d'énergie en milieu de deuxième semaine, où il avait pris des échappées pour reprendre un petit peu de temps, parce qu'il en avait perdu pas mal sur le deuxième contre-la-montre, surtout du côté de Saint-Marin. Là, il a réussi à tenir en dernière semaine. Un ton en dessous des plus gros leaders, mais jamais en difficulté. C'est-à-dire, il s'est jamais mis dans le rouge. Quand il voyait que ça roulait trop vite, il faisait la montée à son rythme. Et puis, quand il pouvait suivre les leaders, il suivait les leaders. C'est l'intelligence qu'a fait Mollema, avec une équipe solide autour de lui également. Je noterais bien, par exemple, Ciccone, qui a fait une très très grosse course, qui rentre dans le top 20. Ciccone, alors qu'il a fait énormément d'échappées et qu'il a aidé énormément Bokeh Mollema, il avait quand même une belle équipe autour de lui, malgré le fait qu'il y avait Moschetti qui jouait les sprints. Donc voilà, Mollema a fait une très très bonne course, et on espère qu'il réitérera ça dans les mois à venir. Alors je ne connais pas son programme à Mollema, mais on attend de lui qu'il soit plus constant sur les grands tours, et là c'est satisfaisant. C'est sa 3e semaine qui, je pense, le ravira, qu'il est bien tenu, aussi bien tenu en 3e semaine. Pavel Sivakov, 9e du général, lui également un coureur au top, coureur d'avenir, très jeune encore, le russe. Alors, normalement il devait pas être leader, on rappelle, ça devait être Egan Bernal, et puis c'était même pas forcément le leader dans l'équipe, même encore à ce moment-là, parce que moi je m'attendais plus à Tao Gegenhardt, qui m'avait semblé plutôt bien sur le Tour des Alpes. Donc je m'attendais à ce que ça soit lui le leader de l'équipe, même si je savais qu'il avait peut-être quelques lacunes sur le contre-la-montre. Comme je savais que c'était ouvert pour le top 10, c'était très ouvert, je m'attendais à ce que Gegenhardt puisse aller choper un top 10.
Eh bien, Gogenhardt s'est raté, Sivakov, lui, ne s'est pas raté. 9e, deuxième du maillot blanc, derrière André Lopez qui a un peu plus d'expérience sur le haut niveau. Très très bonne course de la part de Sivakov qui, moi je l'espère, sera au rendez-vous dans les années à venir. Même si on sait qu'il sera au rendez-vous, c'est un mec qui a fait une très belle perf sur le Tour de l'Avenir il y a 1 an ou 2. J'ai un trou de mémoire là. Mais Sivakov, voilà, très bon de Giro. Alors, on aurait peut-être attendu qu'il prenne un petit peu plus de risques sur certaines étapes, qu'il tente des choses un peu plus. Il a couru un petit peu de manière en mode sécurité, je dirais. C'est-à-dire, il n'a pas pris trop de risques. Il n'a pas pris de risques même du tout, quasiment sur ce Giro. Donc, c'est un peu dommageable de ce côté-là. Il a eu un petit passage à vide, je crois, du côté du Mortirolo. Il perd un peu de temps. Donc voilà, peut-être une montée avec un peu trop de pourcentage pour lui. Mais sinon, un Giro plutôt complet pour le coureur russe. On passe maintenant aux coureurs qui ont fait un Giro moyen, pas forcément mauvais, mais pas forcément non plus extraordinaire. Je vais commencer avec Vincenzo Nibali, deuxième certes de ce Giro. Alors on pourrait dire, là je suis très sévère avec le coureur italien. Oui, mais il nous avait quand même montré de belles choses. Dès le contre-la-montre du côté de Bologne, il était dans le coup, troisième de ce chrono, encore présent après le chrono à Saint-Marin. Plutôt une première semaine tranquille, où il n'avait pas été mis en difficulté, où il n'était pas tombé, où il avait plutôt bien roulé. Il avait perdu un peu de temps par rapport à Roglic sur la fameuse étape où il y avait eu la chute de Dumoulin, mais il s'en était plutôt bien sorti. Et ensuite, du côté de Nibali, bien, il a un peu trop regardé, je dirais, Roglic. Il s'est un peu trop focalisé sur Roglic, ce qui fait qu'il a vu des gens revenir sur lui. Carapaz revient, Landa revient également sur lui au final. Alors que je pense qu'il avait la capacité de gagner quand on voit son attaque sur le Civiglio, quand on voit également sa course sur le Mortirolo, où je pense qu'il monte un peu plus vite que Carapaz. Au final, il n'a pas réussi à trouver l'ouverture en dernière semaine sur Carapaz. Et puis, il a un peu trop regardé Roglic sur certaines étapes. Et je pense que c'est ce qui lui coûte au moins 1 minute sur la fameuse étape où Carapaz prend le maillot, parce qu'il se regarde et il roule pas tout de suite. Il laisse faire Roglic, alors que Roglic est tout seul, parce qu'il avait une équipe assez faible, et lui, il avait encore des coéquipiers avec lui, et je pense qu'il aurait pu l'aider, et le débours de temps aurait été moins important, et vu comment Roglic a fini, il aurait peut-être gagné le Giro. Déception donc pour Nibali, pour moi quand même sur ce Giro, on l'a peu vu au final. Il y a eu quelques attaques, mais on l'a peu vu. Alors que je pense qu'il avait plutôt des bonnes jambes. On finit avec Rafał Majka du côté des leaders qui finit 6ème. On a vu ses limites en haute montagne à Majka. Malgré tout, c'est la première fois qu'il était dans une position véritablement de leader, même s'il y avait Ackermann. En montagne, c'était leader avec Formolo, même si je pense que Formolo était plutôt leader de rechange. Plutôt un Giro intéressant, même si encore une fois la dernière semaine a été difficile pour lui. Sur les 2-3 derniers jours, il perd pas mal de temps. Au final, il finit quand même devant André Lopez, qui fait un mauvais dernier contre la montre. Mais voilà, compliqué quand même sur la fin de ce Giro pour le Polonais. On passe très vite à Roglic, 3ème de ce Giro. Comment perdre un Giro en ayant pris autant d'avance après 2 contre la montre ? Voilà, c'est la question qu'on pourra se poser. Je pense qu'il a pris le maillot rose trop tôt, Roglic. Ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser. Il fallait s'en débarrasser dès la 2e étape. Et ils n'ont pas voulu le faire. Pour moi, ils ont gardé le maillot rose 5 ou 6 jours où il a fallu le contrôler. On sait que le maillot rose, c'est aussi très énergivore mentalement parce que vous rentrez plus tard pour la récupération, parce que vous avez toute l'attention des médias à ce moment-là et du peloton sur vous. Et je pense qu'à ce moment-là, il a perdu énormément d'énergie qui lui a manqué en dernière semaine. Où on s'aperçoit qu'il finit sur les rotules. Le dernier contre la montre, il finit, je crois, dernier Nibali, donc vraiment plus dedans. Et puis il a vraiment souffert sur les 3-4 derniers jours, vraiment où il a... on sent qu'il a bien cravaché. Peut-être également son calendrier de course qui était où il arrive en forme un peu trop tôt. On était déjà en forme autour de l'UAE au mois de février. Je le trouvais déjà plutôt bien en forme. En forme également sur Tirreno Adriatico au mois de mars. C'était peut-être un peu tôt pour pouvoir être performant encore sur le Giro. Il n'a pas réussi à avoir un pic de forme encore supplémentaire. Peut-être que le fait également d'avoir fait le Tour de Romandie une semaine
avant le Giro était une erreur, vu que c'est une course difficile et qu'en termes de récupération, c'était pas forcément le top de faire une course d'une semaine. Donc voilà, peut-être des erreurs qu'il rectifiera l'année prochaine au niveau de son approche de ce Giro ou d'un autre grand tour, parce que peut-être qu'il fera le Tour de France ou la Vuelta. Simon Yates, 8e, jamais dans le coup. Alors lui, au niveau du contre-la-montre, il a perdu beaucoup de temps, à part le premier. À part le premier contre-la-montre, sinon il a été ultra décevant, Simon Yates, en difficulté pour suivre ses équipiers. Par exemple, Lucas Hamilton, il avait beaucoup de mal à le suivre quand il était lâché trop souvent, et puis il n'a pas tenté grand-chose non plus pour récupérer du temps. Alors, pas les bonnes jambes certes, mais on peut tenter des échappées au long cours, et ça n'a pas été son cas. Donc au final, 8e, c'est sa place. Il a eu de la chance également que la concurrence sur ce Giro soit pas exceptionnelle et que certains coureurs fassent des erreurs, parce que normalement, sur un grand tour traditionnel, il aurait eu du mal à prendre le top 10. Donc voilà, décevant pendant tout ce Giro, Simon Yates. André Lopez, à contre-temps, tout le temps. Alors 7e du Giro, maillot blanc certes, mais on attendait mieux. Lui qui avait fini sur le podium l'année dernière, on attendait à ce qu'il puisse au moins rentrer dans le top 5, et ça n'a jamais été le cas. Perd beaucoup de temps sur les chronos. Donc ça, c'est quand même rédhibitoire. Et puis surtout, pour moi, André Lopez, eh bien, ces 2 derniers jours ont été complexes. Voilà. Et puis, il a eu des problèmes mécaniques. Il est toujours à contre-temps, comme je dis. C'est-à-dire, soit il attaquait trop tôt et se faisait rattraper, soit il attaquait, c'était l'effet boomerang, mais il a quasiment jamais fait une excellente étape sur ce Giro, à part une ou deux. Il a toujours été un petit peu en dedans. C'est dommage pour un coureur qui est prometteur, mais je pense que c'est juste un contre-coup et c'est de l'expérience qu'il va acquérir pour son apprentissage. Il est encore jeune. 2 derniers coureurs qui ont mal fini. Dumoulin, bien entendu, abandon, mais de toute façon, je suis pas sûr qu'il aurait gagné ce Giro vu la forme qu'il avait après le premier contre-la-montre. Puis surtout, son équipe était quand même... elle m'avait l'air plus solide que d'habitude, son équipe, mais je sais pas si c'est parce que Dumoulin a cédé, mais au final, même dans les échappées, ils ont lâché à chaque fois très très vite, que ce soit Christopher Hamilton, que ce soit Bakelands ou Samuven. Je suis pas sûr que ces lieutenants l'auraient énormément aidé en montagne. Au final, donc, il serait peut-être retrouvé dans la même situation que Primoz Roglic. Et puis, autre coureur qui a été en difficulté, Jungels, 33e à 1h22, jamais dans le coup. Le fait de vouloir jouer des courses au mois de mars, eh bien, l'a totalement mis en méforme pour ce mois de mai. On ne peut pas être bon sur les classiques pavés, être bon sur le Giro, ça c'est clair et net, et il en a subi les conséquences, et assez lourdement, parce que même sur les chronos, il était très 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 loin. Le dernier contre la montre, on aurait pu se dire, il aurait plutôt fait les 2 dernières ou 3 dernières étapes en dedans pour gagner une étape, eh bien, il n'a pas réussi à être performant. C'est dommage pour un coureur qui avait déjà fait 2 top 10 sur le Giro de ne pas réussir à faire mieux qu'un Alexis Vuillermoz par exemple, donc très décevant. Attaque de Marlou! Les sprinters au top. On va aller vite sur les sprinters parce que voilà, la vidéo commence à être longue, on n'est pas loin de 20 minutes, je regarde le timing. On commence avec Pascal Ackermann. Au-dessus du lot, le coureur allemand sur ce Giro, je pense que c'était le sprinter le plus fort. Il a perdu le maillot cyclamen au détriment d'Arnaud Démare que sur une chute dans le dernier kilomètre. Au final, il aurait dû avoir beaucoup plus d'avance sur Arnaud Démare après les 2 premières semaines. Bon Giro pour Ackermann qui régulièrement dans le top 5, mais je crois que ça a été le sprinter le plus régulier de ce Giro, bien emmené également, même si les Bora étaient souvent en 2e rideau à l'approche du sprint, il était toujours plutôt très très bien emmené. Donc voilà, plutôt un excellent Giro pour lui, qui se place dans la lignée des sprinters de cette équipe. Maintenant également, c'est un peu comme Carapaz, comme c'est une semi-révélation quand même à Ackermann, mais il se place en concurrent de Sam Bennett et également de Sagan. Est-ce qu'il sera même lanceur de Sagan, parce que comme il est capable de faire des sprints longs sur le Tour de France, ça pourrait être le cas, on verra. Mais très très bon sur ce Giro, Pascal Ackermann, ça c'est clair et net. Caleb Ewan, qui a certes abandonné, mais une victoire d'étape complexe, en plus en montée, régulièrement lui aussi dans le top 5, même s'il était un ton en dessous de Ackermann et de Démare. On ne l'attendait peut-être pas à ce niveau-là, malgré le fait qu'il avait des très très bons équipiers.
Caleb Ewan avec Campana Hertz ou encore Thomas de Rent. Non, très bon Giro. Lui qui voulait des responsabilités et qui n'avait pas pu faire de grand tour l'année dernière chez Mitchelton Scott, et bien là il a pu faire son grand tour et il a pu montrer que Mitchelton Scott avait peut-être fait une erreur l'année dernière en ne lui permettant pas de faire un grand tour de bon Giro de la part de Caleb Ewan. Alors, un sprinter qui est un peu mi-figue mi-raisin, Arnaud Démare pour moi. Parce qu'il fait pas un mauvais Giro, il remporte une victoire d'étape, il a porté le maillot cyclamen, mais au final il porte le maillot cyclamen encore une fois parce que Ackermann était tombé. Il a eu un début de Giro qui était pas simple, où il avait du mal à se trouver avec ses équipiers, et puis l'étape du jeudi dernier, où c'est extrêmement décevant pour lui, et on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse beaucoup mieux sur cette étape. Donc voilà, dommage pour Arnaud Démare malgré tout. On peut s'attendre à ce qu'il soit encore très présent dans les courses à venir. Mais voilà, Giro mi-figue, mi-raisin sur Arnaud Démare. On finit avec les sprinters qui ont raté leur Giro. On commence avec Gaviria. Une victoire certes, mais grâce au déclassement de Viviani. Je l'avais senti dès le premier sprint. Il était en retrait par rapport à Ackermann et Ewan Démare. C'était le 4e homme, qui a certes remporté une étape, mais qui n'a pas pu jouer le maillot cyclamen, qui n'a jamais été dans le coup même pour ce maillot cyclamen, et qui n'a jamais pu jouer les victoires d'étape, alors que, certes, il n'avait pas un train totalement dévoué à sa cause. Il y avait des coureurs qui étaient là pour Ulissi, mais on aurait pu s'attendre à mieux quand même du côté de Gaviria. Elia Viviani, le coureur italien, totalement en méforme sur la deuxième partie de ce Giro. Il n'a jamais réussi à se remettre de son déclassement. C'est bien dommage pour le coureur italien qui pourtant était plutôt en forme, mais voilà, totalement en méforme. C'est bien dommage. On espère que ça ira mieux pour Viviani dans les jours à venir, mais lui qui devrait être peut-être sur le Tour de France. Faut s'attendre à ce qu'il soit sur le Tour de France, Viviani. Pourtant, des coureurs dévoués à sa cause, un train... il avait un train de qualité, mais il s'est jamais trouvé avec son train, ce qui est quand même phénoménal. Il a toujours eu du mal à trouver Sabatini, même Florian Sénéchal, donc déception pour Viviani sur ce Giro, lui qui voulait ramener le maillot cyclamen et qui a compris assez vite que ça ne pouvait pas être le cas, et à partir de ce moment-là, mentalement, il a complètement craqué. Et il était en dessous de son niveau habituel. Jakub Mareczko, le coureur de CCC, qui n'avait pas un train complet autour de lui. Je pense que CCC, ils ont fait une énorme erreur de casting sur ce Giro, parce qu'on a bien vu, leur leader qui était normalement Tounès n'a jamais été dans le coup pour le général. De l'aparté, je crois, fait dans le top 20, mais c'est quand même assez moyen pour une équipe pour le Tour. Et de l'autre côté, Mareczko n'a jamais été dans le coup au niveau des sprints, parce qu'il n'avait pas un train dévoué pour lui, alors que Mareczko, je pense que si on regarde le Giro de l'année dernière, on pouvait se dire que c'était un coureur qui avait fait ses preuves. Eh bien, ça n'a pas suffi pour la CCC, qui ne lui avait pas mis un train complet, ce qui fait que il avait Ventoso par exemple, et ça suffit pas d'avoir deux coureurs devant soi, et donc il a toujours été assez mal emmené. Ensuite, je pense qu'il n'était pas en très grande forme non plus, donc les deux combinés, ça peut pas vous faire des bons résultats, mais la CCC en général, de toute façon, a été assez moyenne sur ce Giro, avec une équipe qui pour moi n'a pas le rendement d'une équipe World Tour. On ne peut pas faire une équipe simplement avec un seul leader pour le World Tour, il faut en avoir plusieurs, et la CCC n'a que Van Avermaet, qui en plus pour le moment n'a pas fait une excellente saison. Donc j'ai l'impression que ça va être compliqué pour eux s'ils veulent rester en World Tour. Ça va peut-être permettre à une équipe française de prendre cette place. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Du côté du cyclisme, je pense qu'on fera un débrief du Critérium du Dauphiné libéré, et puis on fera la même chose sur le Tour de France pour le mois de juillet. Donc voilà, ça c'est le programme. On fera également, je pense, un débrief des championnats de France. Je sais pas encore pour le Tour de Suisse, ça dépendra si j'ai le temps de le regarder. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous trouvez que j'ai été trop méchant par exemple sur Arnaud Démare, ou trop gentil avec Mollema. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.